Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Tirefesse. Aujourd'hui, on va parler de comment faire évoluer son positionnement de marque. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui avec Thomas et Glenn. Comme d'hab. Comme d'hab, c'est vrai que comme d'hab. Changé. On fait une petite variante. Hein. De temps en temps, on est en podcast avec d'autres personnes. Oui, donc, c'est vrai. On innove. donc, je suis heureux de vous retrouver. On va Bah, dire ça. moi aussi. Bah oui, ça faisait au moins 5 minutes, donc très content aussi. Pour commencer, les gars, comment ça va J'ai connu mieux. Hein. J'ai l'impression que c'est à Bah chaque oui, fois. oui, oui. Là, je me suis refait mal au dos. J'étais en feu sur ma prépa Aerox. J'étais pleine balle au charbon et tout. Et je me suis fait rattraper par mon dos. Donc, je vais passer tout le podcast comme ça, bien en arrière sur ma chaise, parce que c'est la seule position dans laquelle j'ai pas mal au dos. Mais sinon, à part ça, ça va. Les vacances approchent. Voilà, ça roule. Ça roule. Bah, nous, je pensais que ça allait être un moment, comme l'été d'habitude est propice au calme et à la réflexion. Mais en fait, pas du tout. Là, on se fait démonter, ce qui est bien, parce qu'on a eu un début d'année commercialement un peu calme. Et là, on se fait défoncer. Donc, c'est cool. Plein de gros sujets, puis des réflexions sur la méthode tire-fesse qui évolue pour tout défoncer à la rentrée pour nos marques et pour les futurs. Donc, ouais, cool. Un peu de fatigue parce que c'est hyper intense. Et on boit un peu trop de café, mais en termes d'adrénaline, c'est costaud. Ouais, bah pareil. Je pense que j'ai pas d'autres choses à J'ai mal au dire. dos pour l'Irox, c'est Voilà, pareil. tout pareil. Mais ouais, non, je pense qu'il y a un truc très cool là en ce moment qui se joue et c'est Ouais. intéressant là-dessus. C'est juste que août, tout le monde est en vacances, donc là, il nous reste 2 semaines pour charbonner. Donc Oui. hâte d'y aller à fond. Donc les gars, est-ce que par rapport à la problématique de ce que j'ai pu raconter tout à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous dit quoi ? En fait, déjà, quand tu as posé la question, je me suis dit, le premier sujet en termes de positionnement, c'est déjà de savoir où tu veux amener ta marque. Parce qu'en fait, le positionnement, on pourrait faire croire que tu es une autre marque que tu es vraiment. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est attention aux marques qui se mentent et qui veulent être ce qu'ils ne sont pas. Tu vois, ce qui est un peu la continuité. Il y a beaucoup de marques. Je pense à des marques, je sais pas, de sandwich, de salade qu'on trouve en GMS et qui veulent être très premium dans l'aspect alors qu'ils ne le sont pas intrinsèquement. Le produit, il est pas, quoi. Et les gens le consomment pour des raisons différentes. Et sauf que des fois, au marketing, à la com, on se veut tous être premium alors que des fois on ne l'est pas. Et ce mismatch-là peut être assez terrible pour les marques, surtout dans des contextes où des fois ça va amener des notions de prix des fois très élevées alors que ça ne l'est pas. Et donc là, tu peux vraiment créer un mismatch en termes de Et tu fais positionnement. comment pour éviter ce mismatch En fait, alors déjà, tu questionnes tes consommateurs. C'est la première étape, on le répète à chaque fois, mais même de façon très quali avec une dizaine de consommateurs différents que tu vas questionner sur pourquoi, comment ils consomment le produit, c'est quoi, pourquoi cette marque-là plutôt qu'une autre. Et là, déjà, tu as des premiers éléments, c'est pas juste une réflexion dans ton bureau. Et à partir de ça, tu construis ta réflexion. Alors nous, social media sur le positionnement, où on va se dire, en fait, des créateurs de contenu qui ciblent cette typologie de personnes, c'est quoi un peu leur discours, comment ils arrivent à créer de la proximité, et on rassemble tout ça et là on commence à construire un peu ce positionnement ou cette stratégie. Moi, j'en parlais quand j'anime des ateliers sur la marque employeur en particulier, du triptyque image vécue, image voulue, image perçue. Et donc, en fait, des difficultés qu'on peut avoir à communiquer et ou à créer du contenu qui entre en résonance avec les personnes qu'on cherche à toucher à partir du moment où ces 3 éléments-là sont pas alignés. Et ça vient ajouter une donnée au truc. Parce que toi, tu as beaucoup parlé d'image perçue, d'image voulue. Mais il y a cette notion d'image vécue aussi qui là est presque aussi intéressante à venir rajouter, qui a plus de sens dans la marque employeur, mais qui est quand même intéressant de questionner aussi les collabs, tu vois, de comment est-ce que vous vivez la réalité du truc. Et ça pourrait être l'image vécue des consommateurs un peu, tu vois aussi. Ouais, et même, tu vois, ce que ça vient questionner, c'est la manière qu'on a de produire nos produits, la façon dont on les élabore, le soin qu'on y met ou pas, qu'est-ce qu'on essaie d'optimiser quand on produit. Est-ce qu'on est plutôt sur un ratio coût-prix? Est-ce qu'on est vraiment sur la qualité de la sélection des ingrédients? Enfin, tu vois, il y aurait aussi des éléments à récupérer à ce niveau-là qui peuvent venir alimenter cette réflexion autour du positionnement. Et au fond, et tu l'as très bien dit, l'enjeu principal, c'est la perception. La perception que les gens ont de la marque et la perception qu'on veut que les gens aient de la marque. Et donc, comment, après, on va venir identifier des éléments qui peuvent influencer cette perception. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que j'en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais c'est
ta marque comme mood board. Tu vois, typiquement, je vous donnais à ce moment-là l'exemple d'une ou deux marques qui font ça très bien. On en parle souvent de Aimé Léon d'Or. Et ce travail qui fait de OK, il y a le produit, mais il y a tout l'univers que je vais venir construire autour. Et même des fois, être OK avec le fait que dans mes prises de parole, je vais raconter des choses où le produit, il n'est pas ou peu présent. Mais au fond, ce que je viens faire, c'est enrichir l'univers de marque. Et à travers ça, je viens influencer la perception que les gens ont de la marque. Et après, ça pose aussi, il y a plein d'autres leviers. Typiquement, les collabs. Pour rester sur Aimé Léon d'Or, la collab avec Porsche, tu peux difficilement faire une meilleure collab si tu veux être perçu comme une marque premium, tu vois. Mais il y a d'autres exemples dans d'autres secteurs d'activité qui sont intéressants aussi, quoi. Et je pense que là, en plus, on a le Tour de France en ce moment. Je trouve qu'il y a plein de marques qui ont des positionnements différents qui, s'opposent et sont en même temps sur la caravane, sur le bord des routes, etc. Et je trouve ça assez intéressant de voir que chaque marque, même avec un événement comme ça qui est très populaire, réussissent à communiquer de manière différente. En fait, ils réussissent à faire, que ce soit dans les goodies qui sont distribués, que ce soit dans les contenus qu'ils vont créer. Là, en ce moment, j'aime beaucoup ce que fait Skoda. Du coup, là, ils bossent avec des créateurs qu'ils ont amenés sur le tour, etc. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant la strat qu'ils ont. Ils ont vraiment réussi à créer de la proximité de manière forte et qui tranche un peu avec ce qu'ils font de manière habituelle. Mais ils ont réussi à avoir le ton de Skoda, l'univers, la marque, le positionnement, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, l'erreur dans laquelle je pense que font beaucoup les marques, c'est que en fait, ils associent une façon de communiquer à leur positionnement, alors qu'en fait, en vrai, ils peuvent communiquer d'une façon assez différente sur la mise en avant de leurs produits, etc. C'est juste le discours qu'ils vont avoir qui va faire la diff. Typiquement, on pourrait avoir une marque ultra premium au Tour de France, mais qui derrière aurait un truc, je pense, assez différent la façon de l'amener. Ils n'ont peut-être pas la caravane, et peut-être ils n'ont pas ça, mais peut-être ils pourraient réussir à créer quelque chose d'un peu premium et un peu sympa, quoi. En fait, tu vois, typiquement, moi, quand tu me dis ça, ce que ça m'évoque, c'est t'as presque 3 ans. Tu vois, si je suis une marque premium et je veux communiquer au Tour de France, un truc qui s'y prête très bien, c'est le côté innovation technique sur les vélos. Tu vois. On est sur des superbes pièces de technologie qui sont peaufinées, raffinées, machin, etc. Tu peux parler d'artisanat, tu peux parler de craft, tu peux parler... après, tu as un autre biais qui va être la performance sportive. Tu vois, tu pourrais avoir une marque. Demain, je suis Danone, iPro, Tour de France, la perf, quoi. La perf, ça reste un exploit sportif incroyable. Et tu as un troisième truc qui est le côté populaire. C'est un moment qui rassemble, qui fédère. Tu as tout ce qui se passe autour des coureurs sur les étapes, etc. Et en fait, tu prends le même event à travers 3 prismes différents et tu peux raconter des histoires complètement différentes, quoi. Je te donne un exemple. Là, il y a une vidéo là, qui est sortie récemment du coup de Le Bouzeux. Ils font la super course pour Red Bull où en fait, tu sais, les pistes où on doit... normalement, les gens font du saut à ski. C'est inversé, il la monte les 400 mètres les plus difficiles. Et en fait, en gros, les marques qui ont bossé avec des influenceurs, en fait, ils ont choisi un influenceur qui correspond pour la même course, avec du coup un positionnement différent. Typiquement, le Real est avec Michou. Ils vont pas chercher de la perf, mais derrière, plutôt sa communauté, etc. Red Bull ont invité Le Bouzeux, Valouz et Dobby. Ce qui est assez intéressant, c'est que Le Bouzeux, c'est pas un grand sportif, mais ils l'ont plutôt pris pour le divertissement, etc. Et derrière, il y a des top artistes, des top sportifs qui ont été invités par d'autres marques. Et en fait, du coup, on réussit à créer, du coup, au même événement, des contenus qui sont totalement différents. Et là, j'ai vu des mecs qui... parce qu'en soi... la perf moyenne, c'est 10 minutes pour monter. Il y a des mecs qui le montent en 3 minutes 50, 4 minutes. Et eux, là, ils sont en mode bourrin. Et les marques c'était la marque de chaussures Merrell, je crois. Qui fait sur de trail, qui sponsorisaient l'événement. Et du coup, là, ils ont pris des tops sportifs. Et c'est assez ouf. Tu vois, et j'imagine même assez bien la différence en termes de déclinaison, même en termes de production. Tu vois, d'un côté, tu vas avoir... les youtubeurs qui vont le faire très vlog, caméra à la main, machin, alors que les athlètes, ça va être docu-sportif, là on filme la prépa avant, on fait des belles images pendant, donc je pense que c'est intéressant de voir comment tu peux tirer le fil. Surtout tu te dis, finalement le cadre est le même, c'est juste la façon dont tu vas produire le contenu qui va différencier, quoi, et la personne pour incarner. Ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est comment ce qui se passe en physique influence fortement aussi ce qui se passe en digital. Et je pense à nous, les marques qu'on a aussi qu'on accompagne sur ce milieu agroalimentaire, même je pense aux marques d'alcool par exemple, la perception qu'ils ont quand
une bouteille qu'ils ont chez eux, ils la voient dans un bar, ils voient leur bartender préféré l'utiliser. Je pense à des Fever Tree, mais je pense aussi à beaucoup de marques comme Mouti par exemple, où il y a des chefs qui utilisent ces produits. Tu vois, au fond, c'est une conserve. Et en fait, tu te dis, putain, en fait, il y a des chefs qui utilisent aussi ces moyens de conservation pour l'implémenter dans leur restaurant. En fait, je prends une bride de ce savoir-faire-là et je l'amène dans ma cuisine. Et là, en termes de positionnement et de force, je trouve ça tu vois, hyper cool. C'est sûr que ce côté la référence des professionnels, quand tu es vigilant à la qualité des produits que tu utilises, l'argument d'autorité, parce qu'en fait c'est ça dont on se parle, c'est l'argument d'autorité, il est hyper puissant. Et je pense que ça, cette notion d'argument d'autorité, tu peux le faire dans pas mal de domaines, et je trouve que ça permet aussi de se légitimer. Et après, il y a un autre sujet, je trouve, en positionnement, où souvent je prends cet exemple-là sur des marques premium qui viennent nous voir et qui disent on veut être très premium dans ce qu'on fait, et donc des fois qui dérivent dans un positionnement sur les réseaux sociaux très chiant. Et souvent, moi je prends l'exemple de Jacques Mu, qui a réussi une masterclass depuis plusieurs années à dire en fait le premium c'est pas ça, c'est des shoots bien sûr très travaillés, mais c'est aussi beaucoup de backstage, c'est aussi un travail un peu moins léché, une incarnation du founder qui fait ses photos à l'iPhone. Il y a même un lookbook qui a été shooté à l'iPhone, et c'est aussi tous ces codes-là c'est pas parce qu'on a un positionnement premium, je sais pas, en print, arriver sur les réseaux sociaux, attention à comment c'est perçu par la suite, quoi. Parce que sinon, ça peut aussi créer une froideur qui ne fonctionne pas sur les réseaux sociaux. Donc ce positionnement doit parfois, je pense, être à double niveau entre des fois d'autres moyens de communication, qui pourraient être par exemple la télé, et les réseaux sociaux, qui amènent, même si on est premium, peut-être à avoir une autre vision très backstage, un peu différente, pour être diffusé correctement. Mais je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les marques qui sont premium ont du mal à raconter l'histoire et pourquoi ils l'ont fait comme ça. Et tu vois, par exemple, Jacques Mu, quand il shoot à l'iPhone, il va tout créer un contenu, il va dire pourquoi j'ai shooté à l'iPhone, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup chez Tierfest, c'est expliquer. C'est pas l'agence qui doit expliquer pourquoi elle fait ça. C'est la marque qui doit dire. Moi, j'aime beaucoup les campagnes comme ça où tu as un making-of à la fin et qui donne du sens. On va expliquer pourquoi on a fait ces choix-là. Parce que sinon, en fait, on a juste notre perception. En fait, je pense que le conso a besoin d'avoir les bons mots qui sont utilisés pour valoriser, pour expliquer la campagne, etc. Et moi, j'en vois un paquet de campagnes premium où je regarde et je fais putain, ça a fait kiffer l'interne, mais j'ai pas du tout compris. Alors que j'aurais eu une petite explication, potentiellement j'aurais réussi à voir les choses différemment. Et je pense que dans cet enjeu de positionner la marque, c'est beaucoup plus simple de le faire en racontant toute l'histoire, mais de l'amont à l'aval, en passant bien sûr par le rendu, plutôt qu'amener le rendu comme ça, où les personnes vont passer 10-15 secondes sur le format. Et donc, encore une fois, ce qu'ils vont percevoir est peut-être pas ce que tu veux. Alors que si tu arrives à amener un temps plus long dans ta perception, créer des séries, etc., ce que font tous les créateurs en ce moment, ça te permet de réussir à mieux défendre ça, je pense. Et peut-être des fois être un peu obvious de ce qu'on se dit. Tu vois, par exemple, d'être quoi ? Obvious. C'est de l'anglais. Mais du coup, je vais dire des bêtises. C'est pas le senior site de Star Wars. Une petite niche comme ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est du coup de se dire aussi comment la marque peut vraiment assumer de le dire. Des fois, en fait, on veut passer vite au contenu, au format, etc. Typiquement, demain, on bosse avec les meilleurs ouvriers de France. En fait, tu vas dire que tu bosses avec les meilleurs ouvriers de France. Tu vas pas juste regarder, attendre que les gens voient qu'il y a le col bleu, blanc, rouge là-dessus. Tu vas l'assumer. Et je pense que les marques, sur toute leur façon de faire, ils doivent se dire qu'ils ont la chance de bosser avec telle personne, et derrière ils doivent pouvoir donner de bons arguments, etc. En fait, moi c'est un truc, on tourne autour de ça depuis tout à l'heure, mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est le côté accepter que t'es pas fait pour tout le monde. Ouais. En fait, tu vois, typiquement tu dis le premium sur les réseaux, ça n'a pas besoin d'être froid. En fait, le premium, c'est quoi ? C'est t'es in ou t'es out. C'est un truc de on parle aux connaisseurs, aux gens qui nous comprennent, et ça peut se faire à plein de niveaux différents. La politique de prix, c'est une manière de filtrer. Mais tu peux aussi l'avoir sur les éléments de langage, sur à quel point ton contenu il est accessible, sur les délires que tu choisis de mettre en avant ou pas. Et en fait, cette réflexion-là, elle est vraie pour les marques premium, mais elle est vraie pour les autres. Le seul truc, c'est que ça implique que les marques soient OK avec le fait de dire on parle à ces gens-là et pas aux autres. Et je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Exactement. Et peut-être aussi dans le travail de positionnement au global, je pense que même si une marque a envie d'avoir
tu as un positionnement précis, mais des fois qui va devoir, tu vois, un peu bouger, de se dire, peut-être sur, je dis une bêtise, hein, sur les réseaux où notre cible va être, je sais pas, 18-35, notre positionnement pour qu'il soit bien perçu, on va angler le message comme ça, et sur un positionnement TV, ça va être comme ça, même si on a la même vision. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que le fond change pas vraiment, c'est la forme qui change. Ouais, exactement. On garde le même positionnement, mais la manière qu'on a de communiquer le message, elle change en fonction du médium sur lequel on le diffuse. Ouais, exactement. Enfin, y a exactement. un truc autour de ça. Là où je pense qu'il y a une confusion, c'est vrai, entre le fond format, et forme. le format et le message, quoi. Exactement. T'as un Le amalgame message, qui est au fait. fond, c'est-à-dire le positionnement reste identique de la marque, mais c'est pas des copier-coller quoi, dans le format. Et surtout dans la tête des gens, je pense que pour des clients ou des marques, etc., c'est souvent l'endroit où on diffuse, plus c'est cher, plus derrière c'est premium. Je pense cinéma, télé, etc. Et des fois, en fait, on a apporté de la valeur au message et au code d'une plateforme en disant c'est ça qui est premium. Aujourd'hui, par exemple, une marque qui va faire une pub télé, tu vois, je pense. Notamment Schweppes qui fait beaucoup de pubs télé, qui fait beaucoup de pubs cinéma, etc. Sur les réseaux sociaux, ils ont du mal à réussir à retrouver un ADN qui est social media. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui drive leur façon de communiquer, c'est la télé et le cinéma. Et du coup, tout le reste du coup, a du mal à exister et fonctionner bien. La vraie problématique de Schweppes, c'est qu'on ne peut pas travailler avec eux parce qu'on bosse avec Fevertree. C'est bien meilleur. Je pense non, mais en fait, le sujet de ça, tu vois, et c'est bien meilleur, c'est que justement, il y a une vraie difficulté à traduire ce message dans le bon format et le bon ton. Je prends l'exemple de Schweppes, c'est que quand ils communiquent jamais de manière grand public parce que Schweppes, ça reste une marque. Mais même quand ils avaient la Villa Schweppes, ils n'arrivaient pas à. C'était relativement in quand ils l'ont fait et tout, mais la traduction sur les RS, c'était compliqué. Et toute leur strate de com, souvent, elle est basée sur on veut se premiumiser. Mais je trouve qu'ils ont vraiment, ils loupent le truc, quoi. Genre, vraiment, ils ont du mal. Alors, transition toute trouvée avec, je pense, le dernier segment de ce podcast. C'est si on devait réfléchir à 3-4 manières dont les marques peuvent justement activement influencer la perception que les gens ont d'eux en se disant je suis pas satisfait, j'ai fait mes études conso, y a un delta entre l'image voulue et l'image vécue ou l'image perçue, donc il faut que j'arrive à résorber ce gap là, je veux orienter la perception du public pour être plus proche de ce qu'on a envie de renvoyer. Pour vous, sur les réseaux, quels sont les 3-4 leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour y arriver? Moi, le premier que je vois, j'en ai échangé hier avec une marque où ils avaient un sujet pour expliquer pourquoi leur prix augmentait. Donc, le premier réflexe, c'est de dire on va faire un motion design. Et là, je leur dis en fait, non, on va leur parler de façon très directe. En fait, le consommateur est prêt à entendre les choses. Le consommateur n'est pas con. Souvent, on veut un peu l'infantiliser. Et en fait, tu prends la parole avec des codes relativement simples, une vidéo directe où tu parles. Tu construis mais comme un script d'un créateur qui veut amener les choses en 30-45 secondes. Et donc, tu parles à ta communauté des sujets que tu vis. Pour moi, le premier élément, en tout cas, que je vois, c'est une authenticité assez radicale que les marques ont peur d'avoir. Moi, c'est vraiment le premier élément. Vous allez le dire, c'est l'incarnation. C'est qui sont les personnes pour valoriser et mettre en avant la marque. Je pense que notamment, soit c'est des créateurs, soit c'est des célébrités, etc. Donc je pense que ça fait beaucoup. Je pense à un Espresso avec Georges Clooney a fait pas mal parler. Après, ils ont intégré Jean Dujardin pour côté français. Et je trouve qu'il y a un truc de... des éléments de réassurance un peu. Je pense que c'est important et je pense choisir les bonnes personnes pour incarner ou valoriser la marque. Et je pense que ça passe beaucoup par là. Et après, ça me faisait écho à ce que disait Glenn. C'est, je pense, la façon de faire passer les messages. Les gens, les consos, en fait, il faut vraiment qu'on s'associe à... Dans le benchmark, on en parle beaucoup dans notre méthodo, c'est arrêtez de vous comparer à vos concurrents. Regardez ce que feraient les créateurs que vos cibles suivent. Et appropriez-vous les codes de ça. Typiquement, on parlait de Jacques Mu, mais Jacques Mu, il est très inspiré des créateurs mode, d'un Loïc Prigent, etc. De vraiment comment réussir à faire ça. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de quelle manière aurait communiqué un créateur et trouver le créateur qui correspond le mieux à la marque et derrière réussir à faire ça. Donc je pense qu'on a un gros taf et je pense que ça mixe un peu les deux. C'est le premier grand temps fort, c'est voir si on était créateur, comment on communiquerait, comment on ferait passer les messages, etc. Et quelle façon on amènerait le ton, la forme, etc. Et après, c'est comment on peut s'associer aux bons créateurs, aux bons experts. Je pense Tablier Rouge avec Muti, je pense aux Bartenders avec Fevertree.
etc. Vraiment réussir à faire ça. Je pense à Dossi avec les agris. Et après, le dernier point, je sais pas, mais peut-être. Bah, moi, du coup, c'est vrai que spontanément, j'avais cette réflexion autour des collaborations au sens large, que ce soit les créateurs de contenu, les personnalités publiques ou les autres marques. Après, moi, ce que je trouve intéressant, et quand tu parlais de George Clooney, il y a deux mots qui me sont venus, c'était comment tu vas taper dans l'imaginaire collectif, au sens plus large du terme. Je prends un exemple. Tu es une marque premium, le bois, c'est du noyer, c'est pas du chêne. Tu vois, tu parles, tu es une marque premium, je sais pas, je dis une connerie, mais tu parles de la Sicile, tu parles de la Dolce Vita, tu parles des lacs majeurs, tu parles des cinq terres. En fait, c'est comment tu vas aussi aller t'appuyer sur des choses qui, dans l'imaginaire collectif, sont déjà associées à ces trucs-là. Ce que font bien sont les marques de mode. Et tu vois, typiquement, mais ça va dans le choix des accessoires. Tu vois, typiquement, je sais que sur Fever Tree, il y a beaucoup de réflexions autour de la verrerie. Tu vois, quand faut que même le verre dans lequel on va faire le cocktail, bah, il renvoie un truc raffiné. Tu vois, c'est travaillé, c'est pas un truc basique, quoi. Et je pense que ce travail-là, pour moi, il est hyper intéressant aussi de se dire, et c'est pour ça que j'aime bien cette notion de mood board, parce qu'en fait, c'est ok, on fait abstraction du produit 2 minutes. Demain, si je devais faire un mood board très global dans lequel je vais mettre les lieux, les access, etc., à quoi ça ressemblerait, tu vois. Parce que, je sais pas, je prends l'exemple de t'es une marque, tu vas shooter à Paris. Bah, si tu veux être perçu comme une marque populaire, tu vas aller sur les buts de Chaumont, à Montmartre. Si tu veux être perçu comme une marque premium, tu vas aller sur les grands boulevards ou sur... tu vois, en fait, des trucs qui vont... et donc, du coup, c'est rien que ça, c'est de dire, OK, on va shooter au même endroit, mais en fait, en fonction de la perception qu'on veut que les gens aillent, on va soit aller shooter dans les salons du Ritz, soit aller shooter dans les vignes en haut de des buttes de Montmartre, tu vois. Et en fait, tu n'auras pas du tout la même perception du truc, quoi. Et en lien avec ça aussi, et je pense que c'est en complément, c'est la valorisation du coup des clients. Je prends l'exemple de Cédric Grolet. Quand vous allez voir ses réseaux sociaux, il repartage que les contenus qui d'ailleurs correspondent à l'image qu'il envoie. En fait, il y a beaucoup de crash tests, de tests de Cédric Grolet, etc. Et quand tu regardes ses stories, c'est toujours des créateurs. C'est hyper fancy, c'est beau, machin. Et en fait, je pense qu'il y a tout un taf aussi de, on va dire, curation un peu. Exactement, tu vois. Genre les gens, ils ont besoin de se projeter aussi dans des trucs vrais et authentiques. Social media, c'est qui consomme le produit et du coup, comment réussir à valoriser ça. Et moi, j'aime bien aussi la façon de se dire que les gens ont besoin de voir que la marque elle fonctionne, qu'elle se développe, etc. Et surtout, ça passe par l'acte d'achat. Si on voit plein de gens qui consomment le produit, etc., et qui sont bien associés, directement, ça donne envie aux gens d'acheter et ça crée un imaginaire qui, je pense, est assez fort. Moi, je pense qu'il y a un vrai taf, et je pense que les marques ont peur des fois de valoriser leur conso. Je pense qu'il y a un taf derrière de comment on fait en sorte qu'il y ait des gens qui consomment le produit, créent du contenu avec. Je pense que les marques qui en ont peur, bah, c'est justement des marques où il y a ce décalage entre l'image voulue et l'image perçue. Tu vois. C'est-à-dire, en gros, les gens qui consomment nos produits aujourd'hui, on a du mal à se l'admettre, mais c'est pas ceux qu'on voudrait. Tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Lacoste, bon exemple. Ouais, Lacoste. Lacoste, je regarde Glenn parce que. Non, Lacoste je pensais... si Glenn pouvait arrêter de mettre du Lacoste, il serait très content chez Lacoste. Non, mais... Oui, exactement. Mais non, mais Lacoste est un bon exemple de ça. C'est quand la culture rap se l'est appropriée, c'était quoi, des années 90, ouais. Années 90. Bah, il voulait pas. Alors que c'était le début, je pense, du renouveau entre guillemets de Lacoste, mais bah, il voulait que ça soit mis par des golfeurs et pas par des rappeurs. Et aujourd'hui, ils sponsorisent un paquet de rappeurs et ils arrivent aujourd'hui, parce que je pense qu'ils l'assument mieux, à jouer sur les deux tableaux. Ils peuvent autant être à Roland-Garros, même inviter un rappeur à venir à Roland. En fait, regarde, un super exemple de ça, c'est la dernière campagne qu'ils ont fait avec Pierre Ninet et Adèle. Ouais. Tu vois, Adèle, par exemple, pour moi, elle est au carrefour de ces deux mondes-là. Elle a ce truc de très glamour, cinéma à la française, machin, etc. Et en même temps, quand tu l'entends parler, tu te rends compte que c'est une meuf qui est très... Je connais pas sa vie, je sais pas d'où elle vient, mais toi, il y a un truc autour de... Il y a un truc autour de culture populaire quand même, tu vois. Une notion de... Et qui est, je trouve, la personne parfaite
pour trouve Lacoste. qu'elle Même représente même le un bon Pierre Ninet qui a une crossover. vraie Ouais. proximité, mais en même temps qui est Ouais. une vraie star. Je sais pas qui a bossé sur la dernière campagne Lacoste, mais du coup ils ont fait une campagne print où en fait c'est 2 personnes qui sont habillées pareil, mais qui viennent totalement d'un environnement Ok. différent. Ok. T'as une grand-mère qui est habillée comme un mec de Ah oui, oui, tu vois. Ouais, c'était ça. excellent. Je crois que c'est Buzzman, non? Et qui se croisent et Une tout. connerie. Et je trouve que ça concrétise ce truc-là de ok, c'est bon, on l'assume, on le dit Ouais. haut et fort que Et- tout le monde peut porter du Et en Lacoste, même quoi. temps, là, tu vois, ils lancent leur café pour cet Ouais. été, tu vois, à Monaco. Putain, Et c'est tellement la nouvelle mode, ça. ouais, exactement. Donc, ils arrivent maintenant, je trouve, à jongler sur les différents univers et ça fait partie d'un positionnement, je trouve, qui paraît cohérent, quoi. Ouais. Intéressant à creuser. Parce que assumé, quoi. Parce C'est qu'assumé. le côté aussi événementiel, créer son événement ou sa compétition, si on veut être la marque. Et ça fera l'objet d'un autre Ah, ok, podcast. ça fera l'objet d'un autre podcast. Oui. Tu viens de nous trouver un thème, on va pas se griller la cartouche tout de suite. J'espère que vous avez passé un très bon moment. On fait pas nos refs. Vous voulez putain, qu'on fasse nos refs? Non, j'y pense. T'as des refs? Parce que je suis sûr que t'en as même pas. Non. Ça marche pas. Ça marche pas. Si, j'en ai une en plus. T'en as Ok. une? En fait, j'ai une ref parce que je pensais en termes de positionnement. Et vous savez qu'en ce moment, je suis pas mal sur la déco. Et il y a une marque. Ça fait 20 podcasts que tu dis ça. Ouais, parce que ça fait 20 ans que je suis Sur le là-dessus, sujet. mon petit gars. Tu sais, j'ai roulé ma bosse. C'est West Wing. En gros, aujourd'hui, tu as quand même une grosse compétition hein, sur ces marques un Ouais. peu middle market dans l'univers de la déco. Et eux arrivent à créer, que ça soit dans leur collab ou dans l'univers qu'ils créent sur tous leurs reels, c'est des dingueries. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prod, mais qui au fond est social media. Et à chaque fois, ça étonne, mais ça crée ce positionnement où ils sont middle market, mais un peu plus que d'autres marques. Et je trouve que ça donne envie. À chaque fois que je les vois, j'ai envie de cliquer, liker. Et donc, voilà, je clique fort pour West Wing. Ben, Euh, qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai un créateur. Bon, souvent, je vous fais des découvertes, mais je pense que c'est peut-être que vous avez déjà vu passer. Un vendeur de melons à Cavaillon. Non, là, un peu plus populaire, mais c'est Jam, du coup, le cofondateur de Black and White avec Ibra TV. Tout le monde le connaît bien, Ibra TV, mais personne ne connaît trop Jam, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toute sa strat Insta, elle est basée sur découvrir les coulisses de développement d'une franchise. Donc, lui, son Ok. objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait des franchises Black and White, donc Resto de Burger, etc. Ouais. Il a une communication très directe où en fait il te donne toutes les infos. Toi qui Ce qui est bien, mais que je trouve moins bon qu'un roadside, par exemple. très bien, ouais, très. Je sais pas quand même. Tu veux pas rebondir là-dessus? Mais du coup, ce que je trouve cool, putain, je sais même plus comment dire. Désolé Tom. Si, mais sur le côté franchisé, Oui. comment on peut même peut-être le parallèle avec Ibra et lui, quoi. Ouais. Tu vois, le côté un peu Et- fame, et de l'autre côté. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que derrière, en fait, il plaît aussi bien au grand public qu'au B2B, parce que derrière, il donne des chiffres. Je pense que tout le monde aime bien il est avoir. sur LinkedIn aussi ou pas? Ouais, pas il est sur LinkedIn, ouais. Ok. Mais beaucoup plus actif sur Insta. Et en fait, Ouais. c'est des formats sans cut, où il est dans sa voiture, ou quelque part, et en fait, on lui pose une question et il répond. Typiquement, ça Ouais, coûte je combien d'ouvrir une franchise à Paris La Défense? Et là, il te donne le détail, ça va coûter tant de Ok. trucs, etc. Hyper intéressant. Il est ultra à l'aise dans tous ces sujets. Il va montrer ses collaborateurs. La dernière fois, là, il a montré marque employeur, une personne qui a commencé en tant qu'équipier chez Black and White, et là, va ouvrir devant une gare, du coup, un kiosque. Donc, trop cool. Je trouve que vraiment, à les Ouais. suivre, c'est intéressant. Après, je sais pas si c'est du bullshit, mais en tout cas, pour moi, Non, je suis pas sûr. En tout cas, ça fait écho à simplicité, efficacité dans le message, tu vois, Et dans ça- sa voiture. Et ça correspond à l'image de Black and White. Ouais. Pour le coup, Black and White, ils n'ont pas un côté premium, etc. Ils veulent vraiment Mhm. réussir à faire quelque chose de proximité des consos. Moi, c'est un petit peu différent. Je suis pas mal d'auteurs sur Instagram. Et c'est bizarre. Hein. Et il y en a deux que j'aime bien, qui s'appellent, c'est des Américains encore, je suis désolé. C'est Brad Stulberg et Steve Magness qui parlent beaucoup de performance et autres. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont une stratégie de contenu sur Insta qui est exclusivement carousel, texte. Ok. Et ils sont suivis par des centaines de milliers de personnes. Hmm. Et en fait, je trouvais ça cool parce que ça montre que même si on parle beaucoup de vidéos, de reels, etc., et c'est des carousels, tu sais, c'est des screenshots de tweets, hein, donc c'est vraiment, c'est pas des trucs fancy. Mais en fait, je trouvais ça intéressant parce que, en fait, ce qu'ils font très bien, c'est que c'est des auteurs, donc ils savent écrire, ils sont très très bons en storytelling. Leur truc est toujours hyper concis, hyper clair, très efficace, avec la petite morale qui va bien à la fin, etc. Et ça montre que quand tu maîtrises ce craft de savoir raconter des histoires, au fond,
je vais pas dire que la forme est secondaire ou qu'elle est accessoire, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a des enjeux de mise en avant par les algos, machin et tout, mais c'est quand même un méta-skills qui est hyper intéressant à avoir et que tu peux du coup utiliser sur différents formats, différentes plateformes, dans différentes conditions, et qu'au fond, si tu es bon, ton message il finira par trouver son audience, quoi. Surtout que maintenant, tu vois, avec le côté quand tu mets une musique, du coup, tu es dans l'algo. Oui, t'es dans l'algo, tu vois, là, j'ai fait un carrousel, je suis passé à 60% des gens qui me suivent pas. qui sont pas followers, etc. Et j'étais assez impressionné. Je me suis dit, Ouais. en fait, les carrousels sont pas du tout morts. Ouais. Donc, Et encore une fois, hein, c'est aligné avec leur positionnement. C'est Ouais, des auteurs, donc exactement. ils aiment écrire. Le carrousel est le bon Format moyen pour le pour faire, faire passer. Et à chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est compliqué et simple en même temps, quoi. Et donc des fois, faites simple, quoi. Ouais, exactement. Merci pour ces super mots à Glenn de fin. On se dit à la semaine prochaine pour du coup un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des sujets qui vous intéressent qu'on aborde. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.